À Palerme, vu du ciel, le pont de l'Ammiraglio, qui en 1860 enjambait la rivière Oreto, témoigne de la première bataille menée par Garibaldi pour entrer au cœur de la ville et chasser les armées du roi François II. On a retrouvé les carnets des soldats de Giuseppe Garibaldi, les chemises rouges, qui décrivent la violence des combats. Manuela Patti est chercheuse en sciences politiques et relations internationales. Elle a étudié ces manuscrits. Sur le pont de l'Ammiraglio, on a rencontré une résistance impitoyable. Sur la route, sur les arches, dans les jardins avoisinants, on massacrait à la baïonnette. L'aube arrivait, et on avait tous un je ne sais quoi de sauvage sur le visage. Maître du pont, nous y fûmes retenus par un feu terrible. Parti d'un mur, un nuage de fumée a blanchi les baudriers d'une longue file d'infanterie. Comme dans la tempête, les plus audacieux d'entre nous l'avaient déjà traversé, sous les yeux de Garibaldi, qui regardait ça à cheval, paisible et sûr. Rue après rue, les troupes de Garibaldi gagnent la ville et les habitants de Palerme leur apportent un soutien décisif. À la fin du mois de mai 1860, les troupes du roi de Naples capitulent. Après la prise de Palerme, le gouvernement de Savoie soutient l'expédition garibaldienne et arrivent en Sicile d'autres volontaires, ainsi que des armes de diverses expéditions. L'armée s'agrandit, jusqu'à atteindre environ 50 000 volontaires, quand les troupes garibaldiennes débarquent en Calabre. Plus rien ne peut arrêter Garibaldi. Il remonte la péninsule en direction de Rome. Victor Emmanuel II et le comte de Cavour encouragent secrètement l'entreprise de Garibaldi en lui fournissant des armes et des soldats. Cependant, ils souhaitent ne pas en perdre le contrôle. Cette avancée, presque sans violence, de Garibaldi et de ses volontaires inquiète Cavour. Il décide d'envoyer les troupes piémontaises dans le Mezzogiorno à travers les États pontificaux. Au nord de Naples, à Teano, en octobre 1860, Victor Emmanuel II, le monarque, et Giuseppe Garibaldi, le républicain, se retrouvent pour confirmer leur alliance aux yeux du monde. La souveraineté de Victor Emmanuel II est reconnue par tous les territoires de l'ancien royaume des deux Siciles. Il sera proclamé premier roi d'Italie le 17 mars 1861. L'unification est presque achevée, mais il manque à l'Italie sa capitale, Rome. Protégée par la France, la résidence des papes est imprenable. Victor Emmanuel II doit attendre que les troupes de Napoléon III se retirent pour prendre Rome le 20 septembre 1870, contraignant ainsi le pape Pie IX à se retirer au Vatican. Cette ultime conquête marque la fin officielle du Risorgimento, 22 ans après l'insurrection de Venise. Dès 1860, durant la quête de l'unité nationale, l'instabilité politique fait monter la colère dans la moitié sud de l'Italie et principalement dans la région du Basilicate, à l'extrême sud du pays. Un mouvement armé, prenant l'allure d'une révolte populaire, est conduit principalement par les paysans, qui, poussés par les difficultés économiques et sociales, pillent et font régner la terreur dans ces régions. On appelle ce phénomène le brigandage post-unitaire. Le château de Lago Pezzole concentre toute l'histoire de ce soulèvement populaire. Il est occupé par le redouté Carmine Crocco, principale figure du brigandage post-unitaire et désigné comme le Napoléon des brigands. Renata De Lorenza enseigne l'histoire à la faculté de Naples. Crocco est originaire d'ici. Il suffit de regarder autour de nous pour voir combien la position de ce château est stratégique. Et c'est ici que Carmine Crocco a installé son quartier général. C'était évident. Et cela se comprend, parce que cette forteresse était le lieu idéal pour un homme devenu l'emblème de la résistance à l'État italien. Carmine Crocco est né à Rionero in Vulture, dans le royaume des deux Siciles, à seulement une dizaine de kilomètres du château de Lago Pezzole.
il connaîtra un début d'existence misérable. Les mouvements insurrectionnels de l'unité italienne représenteront pour lui l'espoir d'échapper à sa condition. Il fait son service militaire dans l'armée levée par le royaume des deux Siciles. Mais presque aussitôt, il est incarcéré. Puis, à l'arrivée de Garibaldi, dans le Mezzogiorno, il se porte volontaire en tant que détenu pour combattre dans les troupes garibaldiennes, en espérant obtenir une réduction de ses condamnations. Carmine Crocco ne sera pas gracié, mais il ne retournera pas pour autant en prison et il prendra en août 1860 la tête d'une bande de brigands qui atteindra 2000 hommes. Malgré ses crimes, il garde le soutien de la population et devient une figure emblématique de la résistance contre le projet monarchique de Victor Emmanuel II. Il est soutenu par François II de Bourbon, l'ancien roi des deux Siciles en exil, et le pape Pie IX. D'un côté, la population paysanne très pauvre se reconnaît en Crocco. De l'autre, Crocco est soutenu par les comités bourbons locaux, qui vont à leur tête des grandes familles. Et ces grandes familles n'ont pas apprécié le processus unitaire. Ils n'avancent pas tous main dans la main, mais ils s'activent pour créer une sorte de désordre dans l'État, contre l'État unitaire qui s'est à peine formé. L'Italie est un nouvel État qui a besoin d'affirmer sa légitimité et sa crédibilité. Victor Emmanuel II ne considère pas les brigands comme les porte-drapeaux de la révolution paysanne, mais bien comme des criminels. Ils seront pourchassés, traqués pour être tués ou enfermés à vie. Carmine Crocco mourra en prison le 18 juin 1905. L'unification est faite. Mais la frontière de l'Italie n'est pas encore définitive. En effet, au seuil de la Première Guerre mondiale, l'Italie réclame toujours à l'Autriche un bout de territoire au nord-est du pays, les terres irrédentes, les terres non libérées. Diego Leoni, historien, a fait de cette guerre son domaine de recherche. Cette guerre fut pour une partie de l'opinion publique italienne perçue comme la quatrième guerre du Risorgimento. Une guerre pour mettre un point final à tout ce processus et tout ce qui avait été entrepris dès 1848 pour l'unification de l'Italie. Ce grand territoire dans le massif alpin est resté un endroit de très grande tension entre l'Italie et l'Autriche. Il est l'enjeu d'une âpre lutte qui culmine quand l'Italie s'engage dans le conflit en 1915 auprès de la France et de l'Angleterre en échange de la promesse de récupérer les terres irrédentes. Aujourd'hui, sur les montagnes du Trentin, les cicatrices de la Première Guerre mondiale ne sont pas refermées. Cent ans après, la nature n'a pas encore réussi à recouvrir ses blessures. On peut voir les sentiers où passaient les mules. Et le front s'étendait sur 550 km. Rapproche-toi du fort là-bas. Là, c'est Forteverle, un fort autrichien. Les forts comme celui-ci ont tout de suite été visés par les artilleries italiennes. Forteverle a été touché par 9000 projectiles italiens. Et ce fut une expérience qui a rendu fou la plupart des soldats. Le massif alpin est une véritable forteresse naturelle. Il a fallu déployer des efforts surhumains pour cette guerre verticale, via ferrata, téléphériques, routes et abris creusés à la dynamite.
la météo capricieuse éprouvait une armée d'appelés très peu préparés à se battre sur ces territoires. Ces conditions rendaient la progression dans les lignes ennemies quasiment impossible. Les deux camps se neutralisaient. Cette idée que la guerre pouvait se terminer rapidement s'est révélée être une véritable catastrophe. Dans le sens où cette guerre s'est enlisée. On est monté toujours plus haut. Il y avait cet objectif entre les deux armées, conquérir les montagnes, aller plus haut que l'ennemi pour pouvoir illusoirement contrôler cet ennemi qui était plus bas. Les populations ont été aussi durement touchées par la guerre, par les évacuations, la militarisation, la pauvreté que supportèrent les soldats, les vols, les attaques, les violences. Le cimetière commémoratif de Redi Puglia conserve les corps de plus de 100 000 hommes tombés durant la Grande Guerre. Il rappelle que si les Italiens ont finalement gagné les terres irrédentes, ils ont payé le prix du sang. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les résultats d'un référendum institutionnel en juin 1946 pour que soit proclamée la République en Italie, presque 100 ans après l'éphémère République de Saint-Marc à Venise.